Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. UMP et UDI misent sur une alliance pour faire basculer le conseil régional. L'union est-elle totale? Pas si simple, vous le verrez dans quelques instants. Le FC Nantes bouclera sa saison demain soir face à la Lanterne Rouge de Ligue 1, le RC Lens, alors que les joueurs sont déjà tournés vers le mercato d'été. On fera le point avant cette rencontre. Enfin, dans ce journal, vous découvrirez une grande exposition consacrée à un paquebot légendaire, le Normandie. Il y a 80 ans, il quittait les chantiers nazériens. La droite et le centre marcheront main dans la main jusqu'au régional en décembre prochain. Face aux médias, Bruno Retailleau et Yannick Favennec affichent leur unité. Ils l'assurent, aucun sujet ne les divise en Pays de la Loire. Mais dans les semaines qui viennent, les discussions seront sans doute bien plus compliquées, notamment sur la question de la tête de liste de cet accord. Les explications de Jean-Michel Naka. Il aura fallu du temps, des semaines de négociations pour annoncer cette union entre l'UMP et l'UDI aux élections régionales. Des discussions sur les idées, bien sûr, mais aussi sur les candidats et les forces en présence. Et à ce petit jeu, c'est l'UMP Laurence Garnier qui a remporté la tête de liste en Loire-Atlantique pour plusieurs raisons. Il y a un équilibre à trouver, vous le savez, entre les différentes sensibilités, un équilibre aussi en matière de parité, un équilibre aussi auquel je suis très attachée entre les territoires ruraux, littoraux, urbains. Moi, évidemment, je représente davantage l'urbain. Mon binôme, Christophe Priou, représente des territoires sur le littoral, sur la circonscription de Guérande. Et je crois qu'il faut savoir trouver ce juste équilibre dans lequel je m'inscris. Un juste équilibre encore difficile à trouver manifestement sur la tête de liste régionale car les instances nationales n'ont pas encore tranché. Pour l'UMP Bruno Retailleau, il n'y a aucun doute à avoir. C'est le scoop, je suis la tête de liste, je serai la tête de liste régionale. Et du côté de l'UDI, les choses semblent claires, quoique. Pour moi, ça m'apparaît clair. Je n'ai pas trop de doutes sur ce sujet-là, à moins que dans les mois qui viennent et dans les échanges qui sont les nôtres, nous n'ayons plus le sentiment de pouvoir reconnaître en lui l'homme qui est cette force de rassemblement. Il faudrait que ça remette en question, par exemple, le choix des personnes sur la liste. Autrement dit, on n'aurait plus un espace de reconnaissance qui nous permettrait logique. Tout n'est pas encore calé, reconnaissent les principaux intéressés. Cette liste d'union de la droite et du centre va encore demander quelques semaines de discussion. Du côté du MoDem, Xavier Brucker vient d'annoncer son départ de la présidence de la fédération. Dans un communiqué, il explique avoir remis sa démission à François Bayrou après avoir passé 3 ans à la tête du MoDem départemental. Xavier Brucker souhaite à présent, je cite, faire de la politique autrement, notamment en se consacrant à des projets associatifs plus susceptibles de changer les choses dans l'esprit des valeurs auxquelles il est profondément attaché. Fin de citation. En France, chaque député bénéficie d'une réserve parlementaire, une réserve de subvention. Elle s'élève à 130 000 € par an et par élu dans l'hémicycle. Cette enveloppe est destinée notamment au financement des collectivités locales ou encore de projets associatifs. Exemple avec le député de la 4e circonscription de Loire-Atlantique, Dominique Rimbourg. Il a versé une partie de sa réserve à l'association Escalade Entreprise. Jean-Michel Naga. C'est une initiative unique chez les députés de Loire-Atlantique. Grâce à la réserve parlementaire de Dominique Rimbourg, cette association de chefs d'entreprise a pu mettre en place un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire dans le département. On a suivi 14 jeunes sur lesquels on a pu, grâce à la réserve parlementaire, développer des mises en activité également, sans être bloqué non plus par le budget nécessaire à cette mise en activité, pouvoir les accompagner aussi de façon plus individuelle. Et ce n'est qu'un début. L'an prochain, 50 jeunes seront suivis. Et pour cela, le député socialiste a donné une large part de sa réserve parlementaire, 280 000 € sur 3 ans. Pour être efficace, il faut être stratégique. Il faut essayer d'avoir un axe de travail. Et moi, j'essaie d'avoir un axe de travail sur 3 ans en dégageant des moyens qui sont des moyens suffisamment importants pour permettre l'embauche d'une chargée de mission et l'embauche d'une doctorante, c'est-à-dire d'une élève qui fait une thèse sur le sujet pour évaluer l'efficacité du dispositif. Si dans 3 ans, on se rend compte que la thésarde nous dit c'est pas très efficace, on arrêtera. Sur le site de l'Assemblée nationale, toutes ces aides à projets sont publiques. L'écologiste François de Rugy, par exemple, a choisi de multiplier les petits coups de pouce à 40 bénéficiaires, essentiellement des associations, mais aucune collectivité locale. Contrairement à Marie-Françoise Clergeau, l'UPS a ainsi versé l'an dernier 130 000 € à la ville de Nantes pour aider la commune dans ses investissements. Après la grève sur le réseau TER, le trafic va revenir peu à peu à la normale. Demain, samedi, la SNCF prévoit 9 trains régionaux sur 10 en moyenne. Mais sur les lignes Nantes-Le Croisic et Nantes-Angers-Le Mans, elle prévoit 7 trains sur 10. Le trafic sera normal dimanche et lundi prochain pour les retours du week-end de la Pentecôte.
Cette année, les cambriolages sont en hausse dans l'agglomération nantaise, plus 20% en un an. Pour tenter de contrer ce phénomène, la police informe le public sur les marchés concernant les précautions à prendre. Je vous propose d'écouter quelques conseils d'un policier au micro de Benoît Balti. Alors la première chose à faire, bien évidemment, c'est de fermer sa porte. Lorsqu'on est à domicile, bien souvent on a tendance à laisser la porte ouverte et à vaquer à ses occupations. Pendant ce temps-là, les cambrioleurs peuvent pénétrer et facilement voler ce qui se présente à eux. L'opération Tranquillité des vacances, c'est une opération qui dure toute l'année, où là, les gens, lorsqu'ils s'absentent de leur domicile pour les vacances ou toute autre raison, peuvent s'inscrire soit au commissariat central de Nantes, soit dans les commissariats subdivisionnaires. Ils donnent leur date de départ, leur date de retour, et les patrouilles de police se chargent de passer de temps en temps pour vérifier leur maison ou leur appartement. Les handballeuses du NLA abordent leur dernier week-end de compétition. Les protégés de Yann Basny affrontent Nice à domicile ce samedi en match retour de classement. À l'aller, les Nantaises s'étaient largement imposées sur la Côte d'Azur 30-22. Un avantage qu'elles devront défendre dans leur salle du Vigneault pour décrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. La Ligue 1 rendra également son verdict ce week-end. Le FC Nantes terminera sa saison par un déplacement à Amiens pour affronter le Racing Club de Lens. Les Artésiens sont condamnés à la descente en D2. Les Nantais joueront eux aussi sans pression. Comment les Canaries abordent-ils cette dernière rencontre? Réponse avec Olivier Caillé. Un dernier effort demain soir face au RC Lens et les Canaries en auront terminé. Fin d'une saison 2014-2015 lors de laquelle ils auront décroché leur maintien en Ligue 1 pour la deuxième année consécutive, mais auront manqué l'objectif présidentiel, terminé dans les 10 premiers. Cette confrontation face à Lens leur permettra peut-être de finir honorablement l'exercice. L'objectif il est là, ouais. C'est de gagner pour... et bon, ça ne dépend pas que de nous, après ça dépend si Nice et Bastia capotent. Si on y va en touriste, on est sûr qu'on ne gagnera pas. Mais en réalité, ce dernier match de la saison n'est pas vraiment au centre des discussions à la Genolière. Maintenus officiellement depuis 2 matchs, les joueurs sont désormais tournés vers l'avenir. Comme tout mercato, on sait qu'il y aura du mouvement. On sent cette petite fin qui fait mal un peu, mais voilà, c'est le football, comme c'est le football ça. On parle plus de départ officiel, comme Serge, comme sûrement Bessa aussi, qui vont nous quitter. Donc cette semaine, on les a pas mal sombrés. D'autres, comme Gilles Obodji ou Hansen, sont aussi sur le départ. Jordan Verretou, de son côté, est largement courtisé en France et à l'étranger, et il ne cache pas ses envies de départ. J'ai 22 ans, j'ai pris en maturité. Voilà. J'ai envie de découvrir autre chose. Pourtant, Valdemar Kita veut en faire son capitaine la saison prochaine. Un premier point de désaccord dans un été qui s'annonce chaud et agité du côté du FC Nantes. Le 5 mai 1935, le Normandie quittait Pinhouette après 4 ans de gestation dans les chantiers nazériens. 80 ans plus tard, le centre Escale Atlantique célèbre l'anniversaire de ce paquebot mythique. Pendant tout le week-end, le public peut redécouvrir son luxe légendaire avec une grande exposition. Son nom, J'irai revoir le Normandie. Éric Egon. À son lancement en 1935, le Normandie et ses 314 mètres de long était le plus grand paquebot du monde. Construit par les chantiers de Saint-Nazaire, il était considéré comme le plus luxueux jamais réalisé. Pour fêter les 80 ans de sa mise en service, Escale Atlantique décide de lui consacrer tout un week-end. Pour fêter le souvenir de ce magnifique navire, on propose toute une série de rendez-vous, conférences, projections, visites commentées d'Escale Atlantique, des petites surprises à droite à gauche, donc une façon de fêter ce navire. L'idée, c'est de vraiment aider nos visiteurs, les visiteurs d'Escale Atlantique, à se croire un peu à bord de Normandie. Donc on va aborder par exemple la gastronomie. C'était un facteur très important et qui contribuait à la renommée internationale de la Compagnie Générale Transatlantique. On va parler de la décoration, des aménagements souvent monumentaux à bord de Normandie. On a aussi par exemple demain matin, samedi matin à 9h30, un petit déjeuner, jeu de rôle pour les familles, donc pour parler à gastronomie mais à travers un jeu. Donc vous voyez, tout est mis en œuvre pour faire comprendre quelle pouvait être la vie à bord. Qu'est-ce que c'était la course au ruban bleu, quelle était la journée d'un passager, etc., etc. Après plusieurs années d'exploitation commerciale transatlantique, le Normandie fut réquisitionné pendant la guerre pour le transport de troupes et fut rebaptisé USS Lafayette. Il fut malheureusement victime d'un incendie et d'un chavirage fatal. Le paquebot fut définitivement démoli en 1947. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et un excellent week-end. Je vous dis à lundi.